Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer cette vidéo avec un petit point lecture sur la saga Grisha. J'ai terminé le tome 2 et le tome 3, je les ai enchaînés tous les deux, donc tome 2, tome 3, avec leur couverture vraiment très belle. Franchement, je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies. Le tome 1, pour rappel, il était comme ça. Je trouve que les couvertures sont magnifiques. Donc c'est écrit par Leigh Bardugo et cette collection-ci est publiée au livre de poche. C'est une saga qui se lit quand même relativement vite. Vous avez entre 350 et 400 pages par tome. Ça se lit vraiment très bien. C'est assez fluide. Le texte est aéré. Franchement, ce sont des romans qui se lisent facilement. Donc ici, si vous ne connaissez pas cette saga, il s'agit de fantasy pure et dure, avec donc des Grishas qui sont en quelque sorte des magiciens, donc qui ont toutes sortes de pouvoirs, chacun a des pouvoirs différents, etc. Et donc vous avez au-dessus des Grishas le Darkling qui est le seul Grisha à manipuler les ténèbres. Donc c'est le plus puissant de tous et c'est lui qui en quelque sorte, vous voyez, les dirige. Il est à la recherche de l'invocatrice de lumière depuis très longtemps. Il la trouve dans les traits de Alina. Donc dans le tome 1 on découvre Alina qui est une invocatrice de lumière, donc en gros qui est l'opposé du Darkling puisque elle parvient à invoquer la lumière comme son nom l'indique, invocatrice de lumière, hein, voilà. Elle ne le sait pas, donc voilà, ça c'est vraiment dans le tome 1. Elle découvre ses pouvoirs alors qu'elle a, je sais pas quel âge elle peut avoir, 21 ans, quelque chose comme ça. Elle est dans l'armée, c'est une espèce de... elle est cartographe. Et voilà, au cours d'un incident, elle va découvrir ses pouvoirs et donc elle va être amenée au Little Palace, là où sont formés les Grishas. En gros, ça c'est le tome 1, on va découvrir aussi le vrai visage du Darkling, etc. qui n'est pas aussi sympa qu'il n'y paraît, mais qui est fort intéressant franchement. Et donc on va suivre un petit peu les péripéties de Alina dans le tome 1, afin qu'elle soit davantage puissante. Il faut qu'elle ait sur elle des amplificateurs et donc le Darkling veut lui fournir un amplificateur, voilà c'est ça. Et donc si vous voulez, c'est un petit peu l'intrigue du tome 1, c'est trouver le cerf qui, enfin c'est un cerf, un espèce de cerf magique, enfin bref, un très vieux cerf. Et donc il faut se procurer les bois pour le mettre autour du cou de Alina pour qu'elle gagne en puissance. Ça c'est l'objectif du tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Je vais pas en parler plus que ça, mais voilà, c'était un très bon tome. C'était évidemment une introduction à l'univers. Alina, je vais pas dire que j'étais une grande fan d'Alina, mais je l'appréciais plus ou moins. En tout cas, elle ne m'exaspérait pas, ça allait... Voilà, ça aurait pu être pire, parce que souvent les héroïnes comme ça de 21 ans... elles sont parfois un peu pompantes quoi, tu sais, elles ont des réactions très adolescentes encore et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à supporter dans les romans, surtout les romans de fantasy. Mais ici je trouve que dans le tome 1 ça allait. On arrive après au tome 2. Tu le sens là, le revirement de situation, donc le tome 2. Pour avoir vu pas mal de vidéos booktube dans lesquelles les chroniqueuses parlent de cette saga là, j'avais cru comprendre que le tome 2 était pas folichon, voilà, que c'était celui que tout le monde aime le moins et que c'était pas le meilleur. Donc en commençant ma lecture, j'avais déjà un a priori, je me suis déjà dit en commençant, bon, tu sais qu'il sera sans doute pas aussi bon que le premier, mais ça devrait quand même le faire. En plus le pire c'est que c'est le tome 2 qui est le plus gros, tu vois, c'est celui-là où t'as le plus de pages. C'est pas de bol hein. Alors ce tome 2... effectivement, il est mauvais. Voilà, je vais pas le dire autrement, il est pas bon. Voilà, ça l'a pas fait du tout. Alina m'a exaspérée, mais d'une force dans ce tome 2. Franchement, elle était très exaspérante. Mais alors le pire, c'est son meilleur ami, donc il s'appelle Mal. Et bon bah elle est secrètement amoureuse de ce gars-là, mais lui, tu sais, voilà, il batifole à droite à gauche, hein, voilà, il est très beau physiquement, il attire facilement les femmes et donc bah, il se gêne pas pour en profiter. Mais Alina, il la voit pas quoi, hein, c'est sa meilleure amie et
voilà, il ne la voit pas. Tu sens quand même bien dans le tome 1 qu'il y a une petite histoire d'amour qui va se dérouler au fur et à mesure avec Mal, hein. Tu comprends que voilà, disons que tant que Mal a Alina près de lui, il la voit pas, mais une fois qu'elle part et qu'il la perd, parce que bon bah Alina elle est un peu attirée par le Darkling quand même, parce que voilà, il est pas mal dans son genre, hein, il est quand même pas mal, et ben du coup le Mal il se réveille et il se dit ah bah zut alors, je crois que j'ai des sentiments pour Alina et je suis très jaloux, oh là là que je suis jaloux. Et cette jalousie dans le tome 2, mon Dieu, voilà, ça se résume à ça. Le tome 2 se résume à la jalousie de Mal. Durant toute l'histoire, Mal et Alina ne font que se disputer. Je t'aime moi non plus, je suis jaloux, Alina est jalouse aussi de toutes ces gonzesses qui tournent autour de Mal. Il y a un moment donné, t'as envie de leur foutre deux claques et de leur dire mais bordel, ayez une vraie discussion, parce que le souci c'est que chacun fait des suppositions sur ce que l'autre pense, et donc du coup il y a plein de malentendus, ils se comprennent pas, mais alors du coup ils se bouffent la gueule, et c'est comme ça pendant 400 pages, je crois qu'il y a 400, voilà, 430 pages, c'est comme ça pendant 430 pages. Je vous cache pas que j'ai sauté des passages. Ah oui, je l'ai fait, j'ai sauté des passages parce que vraiment j'en pouvais plus. Ah le Mal là, j'avais envie de l'encastrer. Alina m'exaspérait, mais c'est surtout Mal qui m'énervait, le mec. Oh non, j'en avais ras le bol quoi. Et puis tu as un autre personnage qui intervient dans l'histoire, lui je l'ai bien aimé et heureusement qu'il y a avec lui. Parce que le Darkling, on le voit presque plus dans le tome 2. Et moi j'ai trouvé ça très dommage, parce que pour moi c'était le personnage le plus intéressant. Je l'aimais bien moi le Darkling, et dans le tome 2 il est presque inexistant. Mais tu as un autre personnage qui débarque, Nikolai, voilà, c'est un... Je vais pas vous donner plus de détails parce que sinon je vous spoil l'histoire, donc on va s'arrêter là. Mais vous avez un autre personnage qui débarque, qui est présent pendant quasiment tout le tome 2. Et lui il est cool, lui franchement je l'aime bien, il est bien construit, il est vraiment sympa. Et heureusement qu'il y a ce personnage, hein, parce que sinon je vous jure 400 pages de Alina et de Mal, mais t'as juste envie de... t'as des envies de meurtre, hein, t'as envie de les tuer hein, les gars, c'est pas possible quoi. Donc voilà pour le tome 2 qui vraiment pour moi il est mauvais. Ce tome 2 je sais pas le dire autrement, il est mauvais. Et en fait, je pense qu'il aurait pu être raccourci facilement de 150 pages quoi, hein. C'est vraiment facilement 150 pages en moins. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage parce que du coup, ça a un peu gâché l'engouement que j'avais eu pour le tome 1. C'était vraiment un coup de cœur. Bon, le tome 2, c'est pas du tout un coup de cœur. J'avais acheté le troisième tome et de toute façon j'avais envie de finir la saga, donc j'ai enchaîné avec le troisième tome en ayant un petit peu peur quand même, hein, parce que je me suis dit bordel, si ça continue sur cette lancée ça va pas le faire. Donc pour le tome 2 et ensuite ce fameux tome 3. Le tome 3 ça va mieux. Alors je vous dis pas qu'il est aussi bon que le premier, mais ça va mieux. Le souci c'est que tu as encore cette petite jalousie, ces petites disputes stupides entre Mal et Alina, elles sont toujours là. Il y en a un peu moins parce que voilà, il y a beaucoup disons qu'en fait ce tome 3 est très très tragique. Il y a énormément de morts, beaucoup de personnages meurent. C'est assez triste quand même, et donc du coup tu as un côté hyper tragique et dramatique qui fait que les deux Gugus ont un peu moins l'énergie de se crêper le chignon, tu vois, c'est un peu logique. Mais déjà dans le tome 2, tu vois, t'as envie de te dire, putain, c'est presque la fin du monde là, t'as pas autre chose à penser qu'à faire des crises de jalousie. Enfin soit, c'était le tome 2. Le tome 3, ils ont un peu plus de plomb dans la cervelle, pour autant c'est pas non plus... ils sont jeunes dans leur tête quoi, ils sont jeunes dans leur tête. Mais ça va mieux. Le dénouement de l'histoire, je vous avoue que je m'attendais à ce dénouement là, je m'attendais à cette fin complètement. Mais c'est pas la fin que moi j'aurais espéré. Voilà, moi j'aurais voulu autre chose, mais je savais très bien que l'autrice allait pas choisir cette fin là. Et du coup ben, j'avais un petit goût de trop peu quoi, parce que Alina voilà, elle a fait des choix que moi je me disais non. Ne fais pas ces choix là, non, c'est dommage, mais bon voilà, voilà, donc j'ai eu une petite déception. J'ai quand même aimé l'épilogue. C'est un peu cucu, mais enfin non, enfin ouais c'est un peu cucu, mais en même temps ça passe. Moi ça m'a un peu émue. Franchement en fermant le roman, j'étais émue. J'ai eu un sentiment vraiment positif en fermant ce troisième tome, et
ouais, vraiment de l'émotion. J'ai trouvé ça triste, quand même beau, mais voilà. Je vais pas vous dire que c'est une saga coup de cœur, ce n'est pas une saga coup de cœur parce que les héros Alina et Mal, franchement, ils méritent des claques, c'est pénible. Mais c'était quand même chouette. Et franchement, ce troisième tome, je l'ai trouvé cool. Je n'ai pas sauté de passage, je précise. Je n'ai pas sauté de passage, j'ai tout lu comme une grande, hein. C'est pour vous dire à quel point ce tome 3 était quand même beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup d'action, ça bouge, il n'y a pas de longueur, ou en tout cas très très peu. Peut-être la première partie est peut-être un peu longue, mais quoi que non, ça va encore. C'est très tragique, c'est très triste, vous avez des moments qui sont quand même tristes, qui sont durs. Mais j'ai trouvé ça sympa. Le troisième tome, franchement, ça va. Le plus gros boulet, vraiment, je vous dis, de cette saga, c'est le deuxième tome. Je trouve qu'il est, il gâche tout, quoi. C'est vraiment dommage qu'il gâche tout à ce point-là. Mon avis global sur cette série, donc Grisha, c'est un avis plutôt positif. Je suis contente d'avoir découvert cette série. Je l'ai trouvé tout de même chouette, je l'ai lu assez rapidement. Après, ça va pas être ma saga coup de cœur. Je sais qu'il y a une autre série dans l'univers Grisha, donc c'est Six of Crows. Il y a 2 tomes. Apparemment, ils sont beaucoup mieux. Les personnages sont beaucoup mieux construits et même l'histoire, etc. Apparemment, cette saga-là, enfin cette duologie est beaucoup mieux que la trilogie Grisha. Donc je vais peut-être les lire à un moment donné. J'ai rajouté le tome 1 dans ma wishlist Amazon. Je sais pas si j'ai mis le tome 2. J'ai mis le tome 1, ça c'est sûr, dans ma wishlist Amazon. Donc voilà, je sais pas si je vais me décider à un moment donné à les lire. On verra. Là je fais une petite pause parce que vu que j'ai quand même enchaîné les 2 tomes, voilà, j'en ai un peu marre de Grisha. J'ai plus trop envie de ça pour le moment. Mais peut-être c'est pas exclu qu'à un moment donné je lise Six of Crows. En tout cas ici donc c'est l'univers créé par l'autrice est super sympa. Si vous aimez la fantasy, c'est sympa. Après il faut garder à l'esprit que les héros ont 21 ans et qu'ils sont très immatures dans leurs réactions parfois. Et donc ça peut être un peu pénible. Si j'avais lu ça quand j'avais 20 ans, je pense que ce serait passé crème quoi. J'aurais pas relevé, ça aurait été tout seul. Bon là je vais avoir 35 ans, je vous avoue que ce genre de réaction... C'est très très pompant, surtout que c'est quand même une série qui est voilà, centrée sur un univers de fantasy et l'histoire d'amour comme ça, t'as pas envie que ce soit central dans l'histoire, vraiment en tout cas j'avais vraiment pas envie quoi. Donc voilà. Des petits bémols, c'est pas parfait comme série de fantasy, mais c'était sympa. Si vous aimez la fantasy, voilà pourquoi pas la lire. Alors par contre pour ceux qui ont vu la série Netflix, donc ils ont fait une série Netflix dérivée de la saga Grisha et de la saga Six of Crows. Donc la série ça s'appelle Shadow and Bones. Par contre l'actrice qu'ils ont choisie pour faire Alina et l'acteur qu'ils ont choisi pour faire Mal, je trouve qu'ils correspondent absolument pas aux héros du roman. Je trouve qu'ils correspondent pas du tout. Ils ont pas bien choisi je trouve les personnages. Le Darkling ils l'ont bien choisi, je l'ai déjà dit, moi Ben Barnes... c'est genre le dessus du panier. Mais voilà, je trouve ça dommage en fait. Les acteurs qu'ils ont choisis, je trouve qu'ils sont pas très représentatifs de Alina et de Mal dans le roman. Mais bon voilà. C'en est tout pour cette saga, donc je vais arrêter de vous bassiner avec ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette saga Grisha, si vous l'avez lu, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez du coup préféré Six of Crows, puisque apparemment c'est bien meilleur. Qu'est-ce que vous avez pensé voilà, de toutes ces... du Grishaverse, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle apparemment dans le jargon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez eu le plaisir de lire ces romans. Et coucou, j'espère que ça va. On est aujourd'hui samedi 9 avril je pense, on est le 9. Et je vous retrouve parce que j'avais envie de vous parler de ma lecture en cours. Je suis en train de lire la biographie de Michelle Obama, donc qui s'intitule Devenir. Et je vous avoue que c'est hyper intéressant. Je suis vraiment contente de découvrir cette histoire, enfin cette biographie, c'est pas une histoire. Je suis à la page 264. Donc c'est quand même un gros livre quoi. Il y a beaucoup de pages. Il est divisé en 3 parties. Vous avez dans la première partie Devenir moi, donc c'est tout ce qui concerne
l'adolescence et l'enfance de Michelle Obama. Ensuite la deuxième partie c'est devenir nous, donc c'est à partir de ce moment là qu'elle rencontre Barack Obama qui va donc devenir son mari. Et la troisième partie c'est devenir plus, donc je suis pas encore à cette partie là, là je suis dans la partie devenir nous. Mais je voulais vous parler de la première partie, en tout cas devenir moi. Je vous avoue qu'en commençant cette autobiographie, je ne connaissais rien de la vie de Michelle Obama. Franchement, je me suis jamais intéressée à la présidence américaine. Je n'y connais rien. Je savais juste forcément que le couple Barack Obama-Michelle Obama était le premier couple afro-américain à accéder à la présidence. Voilà, c'est à peu près tout ce que je connaissais de cette dame. Et donc ici on commence avec son enfance et donc son adolescence dans la première partie. Ce que j'aime particulièrement, c'est ce que je trouve en fait intéressant dans ce genre de lecture, c'est de voir comment est-ce que qu'est-ce qui a fait que une personne très banale, très lambda, une personne comme moi, comme tous les gens qu'on peut croiser dans la rue, à un moment donné a réussi à arriver là où elle est, donc à accéder au pouvoir, à accéder à la richesse, à accéder à énormément de connaissances, à avoir une vie vraiment hyper riche, parce que je considère forcément qu'elle a une vie hyper riche et beaucoup plus intéressante que la mienne. Et donc je pense que la personnalité se forge en grande partie dans l'enfance. Je crois que d'ailleurs de toute façon c'est reconnu, hein. Vous avez un livre comme ça qui s'appelle Tout se joue avant 6 ans. Vraiment les grandes bases de la personnalité de celle ou celui qu'on sera, tout ça se forge dans l'enfance. Et eh bien nos parents sont en grande partie quand même responsables de la personne qu'on deviendra une fois adulte. Je trouvais donc intéressant de découvrir la façon dont Michelle Obama a été élevée. Elle et son frère, donc parce qu'elle a un frère aîné qui lui aussi a fait de grandes choses puisqu'il est quand même devenu basketteur professionnel dans la NBA je crois. Il a eu un poste très haut placé dans les banques, enfin voilà, c'est pas des gens, ce sont des gens qui ont réussi professionnellement. On peut se demander, se dire, ben voilà, sans doute que ils ont eu des facilités parce que leurs parents étaient peut-être eux-mêmes banquiers, avaient peut-être déjà des postes haut placés, et en fait c'est absolument pas le cas. Michelle Obama est issue d'une famille, je vais pas dire pauvre, mais en tout cas une famille hyper modeste, puisque le papa est ouvrier et la maman ne travaille pas. La maman est restée femme au foyer jusqu'à l'adolescence des enfants pour en fait s'occuper d'eux, leur coudre leurs vêtements, leur faire à manger, etc. Parce qu'il y avait très peu d'argent dans cette famille. D'ailleurs les parents n'ont été propriétaires que sur le tard, quand une tante en fait est décédée. Donc en fait les parents, si vous voulez, ont tout misé sur leurs enfants. Donc ils ont le peu d'argent qu'ils pouvaient récolter, ils l'utilisaient, ils se sacrifiaient en quelque sorte pour pouvoir payer de bonnes écoles pour leurs enfants. Dans l'éducation de ces enfants, de Michelle Obama, ce que j'ai pu retenir aussi, c'est que les parents ne cachaient pas la réalité, la dureté de la vie. Ils n'embellissaient pas la vie et ils répondaient à toutes les questions que les enfants pouvaient poser. Ils leur parlaient comme à des adultes, et ça c'est quelque chose je pense qui est hyper utile parce que ça... Alors d'un côté c'est un peu moche parce que du coup tu te dis, tu retires peut-être un petit peu d'émerveillement, d'innocence aux enfants. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus cacher le monde, cacher la dureté de la vie et cacher tout ce qu'il y a à cacher. Après il faut aussi se remettre dans le contexte que Michelle Obama, on était dans les années 60 je crois, elle est née dans les années 60, je pense que c'est ça. Et la population noire aux États-Unis, c'était encore hyper compliqué pour eux. Ils étaient un peu confinés dans des espèces de quartiers. C'était compliqué, et quand tu étais en plus une femme et que tu étais noire, c'était encore plus compliqué que si tu es un homme noir. Donc c'est vrai que pour elle ça n'a pas été facile parce qu'elle est née dans un pays, dans une période où la couleur de peau était un sérieux préjudice, et
eh bien tu te faisais juger rien que pour ça. Et ça c'est forcément c'est très très moche, c'est hyper dommage. Mais du coup c'est vrai qu'elle a eu plus de difficultés que peut-être par exemple quelqu'un comme moi qui suis blanche, qui suis née en Belgique où ben voilà, la population est majoritairement blanche. Voilà, elle a eu des difficultés dès son enfance. Quelque chose que je retiens aussi dans l'éducation de Michelle Obama, c'est que leurs parents ne leur fixaient pas vraiment de règles, mais les poussaient à réfléchir. Elle utilise comme exemple le fait d'imposer des horaires quand ils étaient adolescents, donc des horaires pour rentrer chez eux. Ils ne disaient pas systématiquement à leurs enfants, voilà, tu dois être rentré pour 22 h, mais ils leur disaient plutôt à quelle heure est-ce que tu crois qu'il est raisonnable que tu rentres. Je pense que faire comme ça c'est une bonne idée parce que ça responsabilise aussi les enfants et peut-être au fait aussi que ça les pousse à respecter ce qu'ils ont donné comme heure, puisque en quelque sorte c'est eux qui ont choisi l'heure à laquelle ils vont rentrer. Je ne sais pas si ça fonctionne à tous les coups, mes enfants ne sont pas encore ados, donc je ne sais pas encore tester cette méthode, mais en tout cas pour Michelle Obama et son frère, ça a toujours très bien fonctionné. Les parents de Michelle Obama lui ont aussi inculqué un précepte qui est, je pense, très important, c'est celui de viser toujours plus haut, ne pas se contenter du moyen ou de ce qu'on peut avoir. Il faut avoir des objectifs très très hauts, et pour Michelle Obama c'était vraiment un moteur parce que elle a, je suppose, toujours connu ça dès l'enfance, et ce qui lui a permis de ne jamais se contenter d'être médiocre. Elle devait toujours en faire plus. Elle était excellente à l'école, elle était dans les premières de classe. Elle a du coup pu aller dans un établissement scolaire au lycée qui était très huppé. Évidemment c'était un coup pour ses parents, mais je pense qu'elle a pu avoir des bourses, etc. Ensuite elle a été à Princeton, je crois que c'est ça, l'université, donc elle a vraiment fréquenté les meilleures écoles. Elle était très très bonne. Par contre elle ne passait son temps qu'à travailler. Elle a énormément travaillé. Elle s'est rendue compte très très vite que, en tout cas en rentrant à l'université, que du fait de sa condition, de sa couleur de peau, etc., de là où elle venait, elle avait moins de facilité que d'autres. Certains rentraient déjà à l'université en ayant beaucoup de facilité d'intégration, des connaissances, etc., que elle n'avait pas pu avoir à cause de son milieu social. Et ce que j'aime bien dans ce qu'elle raconte, c'est que au lieu de la démoraliser, au lieu de se dire je pars avec un handicap et je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir à faire aussi bien que les autres, et bien en fait non, ça a été une motivation supplémentaire pour elle, parce qu'elle s'est dit que ses parents avaient fait énormément de sacrifices pour leurs enfants et qu'elle devait réussir. Elle ne se laissait pas le choix et donc elle redoublait d'efforts. Elle devait travailler 2 fois plus que certains. Elle en avait conscience, mais elle a vite aussi compris que elle pouvait égaler les autres à condition qu'elle travaille 2 fois plus, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a, je crois que c'était à 25 ans, elle était avocate. À 25 ans, elle travaillait dans un bureau d'avocat hyper réputé à Chicago. Elle avait beaucoup d'argent à 25 ans. Mais ça lui est pas tombé comme ça dessus, elle a vraiment mis toutes les chances de son côté et peut-être fait d'autres sacrifices à côté de ça. Par exemple, elle disait que voilà, elle ne laissait pas de place aux hommes dans sa vie parce qu'il n'y avait que sa carrière qui comptait. Et c'est vrai que du coup je pense qu'elle a dû eh bien, renoncer à certaines choses pour travailler. Mais ça montre bien que peu importe le milieu dans lequel tu viens, peu importe les handicaps que tu peux avoir, eh bien c'est pas pour ça que tu peux pas arriver au même résultat que d'autres personnes. C'est juste, je crois qu'il faut être prêt à travailler et qu'il faut aussi être réaliste et s'en rendre compte. Apparemment Michelle Obama c'est quand même quelqu'un qui est hyper réfléchie, elle analyse beaucoup. C'est aussi quelqu'un de très sérieux et je vous dis voilà, vraiment elle avait des objectifs. Après elle explique son enfance, son adolescence et même sa vie de jeune adulte passait beaucoup par le paraître et le regard des autres. Elle accordait beaucoup d'importance à ce que les autres pouvaient dire d'elle. Et elle le regrette un peu parce qu'elle le dit à un certain moment que en fait son métier d'avocat, donc elle est devenue avocate, hein, elle était très bonne, excellente même dans cette profession. Mais en fait elle n'aimait pas du tout ça. C'est quelque chose qu'elle n'aimait pas, c'est juste que ses parents avaient tellement fait de sacrifices pour elle qu'elle ne se laissait pas le choix. Il fallait qu'elle ait un emploi qui lui rapporte beaucoup d'argent et une sécurité. Donc elle a choisi le métier d'avocate
qui évidemment, ben voilà, ça te rapporte énormément d'argent. Et en fait, c'était juste pour plaire aux autres. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle aimait faire et elle détestait ça. Et même à un moment donné, elle le dit, je crois qu'elle devait avoir 27 ans à ce moment-là, elle n'était pas du tout épanouie dans sa vie, même elle était malheureuse dans sa vie alors qu'elle avait réussi. Elle aussi, elle parle à un certain moment du fait que les gens ne croient pas en vous. Quand vous avez comme ça des objectifs très très hauts, et que vous en parlez autour de vous à des gens, peut-être pas forcément des gens en qui vous pouvez avoir confiance, vous allez vous heurter à l'incrédulité des gens. Et le fait que les gens vous disent oui mais non mais c'est pas pour toi ça, tu n'y arriveras pas, ce genre de choses. Michelle Obama a été confrontée à ça, à sa conseillère d'orientation, quand elle lui a dit qu'elle visait Princeton. Elle lui a dit non mais c'est pas une université pour toi, alors que elle a été reçue et elle a été diplômée. Donc elle dit bien ça, que tous les gens qui ont réussi et qui ont réussi à la sueur de leur front, à un moment donné dans leur vie, ils ont dû être confrontés au scepticisme d'autrui et ils ont réussi à passer outre. Je pense qu'une grande qualité qu'elle possède, et c'est une qualité je crois qui est indispensable pour réussir dans la vie, c'est la détermination. Elle a toujours été déterminée, elle savait où elle voulait aller et elle ne se laissait pas de plan B, ce qui fait qu'elle a bien obtenu ce qu'elle voulait. Elle explique aussi à un certain moment quelque chose qui moi m'a fait sourire parce que j'ai eu exactement la même réflexion qu'elle. Elle a dû faire à un certain moment un petit boulot d'étudiant comme on en fait un petit peu tous. Personnellement moi j'ai dû travailler en tant que vendeuse dans une boulangerie. J'ai fait ça 3 semaines. Elle a travaillé dans une usine pendant quelques semaines aussi pendant les vacances d'été. Donc un boulot très rébarbatif dans une usine, donc c'est à dire que tu fais toujours la même chose pendant 8 heures tous les jours. Voilà. Et à l'issue de ce petit boulot, elle s'est dit qu'il fallait absolument qu'elle obtienne son diplôme, qu'elle réussisse ses études parce qu'il était hors de question qu'elle fasse ce genre de travail toute sa vie, ce travail pour lequel elle n'avait vraiment aucune motivation et que du coup ça l'a poussée à vouloir vraiment réussir pour pouvoir faire un métier qui lui apporterait un peu plus d'épanouissement. Et je me suis fait la même réflexion quand j'ai travaillé dans la boulangerie. J'ai tellement détesté ce travail, mais vraiment c'était une horreur pour moi, j'ai détesté ça. Et je me suis dit en terminant ce boulot, j'étais en plein dans mes études, dans mon baccalauréat de secrétariat de direction, et je me suis dit non mais moi il faut absolument mon diplôme quoi, il est hors de question que je fasse un boulot pareil toute ma vie, un boulot pour lequel qui est hyper fatigant, pour lequel tu n'as aucune reconnaissance, pour lequel tes patrons te traitent comme de la merde, les clients pareil. Moi je me suis dit il est hors de question que ma vie ce soit ça, donc il me faut absolument mon diplôme. Et en fait elle a eu la même réflexion et voilà, ça m'a fait sourire. Voilà les gros points que j'ai retenus pour cette première partie donc de cette autobiographie de Michelle Obama par rapport à son adolescence et par rapport à son enfance. Vraiment c'est très très intéressant et je suis plutôt contente de lire cet ouvrage alors que j'ai moi-même des enfants encore fort jeunes, parce que du coup en fait ça me pousse à me poser des questions sur l'éducation que je donne à mes enfants, sur des messages que je veux leur faire passer, parce qu'évidemment je leur souhaite d'avoir une vie riche et épanouissante et surtout d'éviter les problèmes d'argent, puisque moi vraiment c'est malheureusement une réalité qui me poursuit depuis des années, en fait depuis au moins 10 ans. L'argent est un problème récurrent pour moi. Je n'en gagne pas suffisamment, il y a des périodes où ça va un petit peu mieux et puis de nouveau ça rechute, ça ne va pas. C'est très problématique pour moi et souvent je me fais la réflexion, je me dis que j'ai pas choisi les bonnes études et je m'en veux intérieurement de me dire que j'aurais dû faire des études qui m'apportent un métier pour lequel on gagne plus d'argent, parce que j'en avais les capacités, j'aurais pu le faire, je sais que j'aurais pu le faire, c'est juste que par fainéantise et par aussi je pense manque de connaissances, de savoir, je ne me doutais pas que la vie d'adulte allait être aussi compliquée à un moment donné. Du coup j'ai pas fait ce qu'il fallait et maintenant c'est trop tard parce que je vais plus entamer des études maintenant. Pour vous dire, j'y ai sérieusement songé mais c'est juste impossible, je vois pas, enfin je saurais pas, en fait c'est pas possible, il me faut mon travail de jour et le soir je dois m'occuper des enfants, donc je sais même pas aller en cours du soir, enfin c'est pas possible, voilà c'est pas possible, donc je dois faire avec ce que j'ai actuellement, mais c'est évidemment pas ce que je veux pour mes enfants. Du coup ce livre ça me pousse à réfléchir
j'essaye d'analyser, de voir ce que les parents de Michelle Obama lui ont inculqué pour cette petite graine en fait qu'ils ont implantée en elle pour qu'elle ait cette volonté de se surpasser et de ne pas vouloir être médiocre. Voilà, je pense que c'est hyper intéressant, surtout si peut-être si vous avez des enfants et que vous vous posez certaines questions sur l'éducation. Ça démarre vraiment dans l'enfance, hein. Voilà, c'est vraiment dans l'enfance que tout se forge et les bases, vraiment les grandes bases sont données, c'est clairement dans l'enfance. Et du coup voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je vous en reparlerai quand j'aurai poursuivi, donc quand j'aurai terminé la partie sur Devenir nous, donc de Michelle Obama et de Barack Obama. Je vous en reparlerai pour vous, voilà, pour vous citer les choses essentielles que moi j'ai retenues. Vous voyez, j'ai mis plein de petits post-it parce qu'il y a vraiment des bonnes choses à tirer de cette autobiographie. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse, hein. C'est un peu différent de d'habitude, je vous parle lecture mais avec un chouïa de développement personnel là pour le coup, puisque vraiment on est dans la réflexion de vie, la réflexion de l'éducation des enfants, etc. J'espère que ça vous intéresse. Je vous laisse ici et je vous retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques jours pour moi, pour la suite de la vidéo. Et coucou, nous sommes aujourd'hui dimanche, je crois 11 avril, et je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture. J'ai terminé ce tome, donc Les Dames de Marlowe Enquête, le tome 1, Mort contre triple. Donc c'est écrit par Robert Thorogood et c'est publié aux éditions de La Martinière. Il s'agit d'un cozy mystery, c'est le deuxième cozy mystery que je lis. C'est un genre auquel je m'intéresse depuis très peu de temps et j'avais vu de bons avis sur ce roman-là. L'auteur est un scénariste célèbre, donc il produit une série policière, je ne sais plus vous dire le nom, mais bon voilà, apparemment c'est quand même quelqu'un qui est dans le métier. Et donc je me suis dit que voilà, ce roman allait certainement être très très chouette. Il met en scène une vieille dame, donc Judith, qui a 77 ans et qui est très particulière. Elle se baigne nue dans la Tamise quasiment tous les soirs du mois de juillet. Elle aime bien boire son verre de whisky le soir, même plus qu'un verre parfois, souvent. Et voilà, c'est une vieille dame assez particulière. Et voilà, le pitch de départ me tentait bien. Je me suis dit que ça changeait un petit peu de peut-être des héroïnes qui ont dans la vingtaine, dans la trentaine. Je trouvais que c'était assez cool. Malheureusement, je n'ai pas trop aimé cette lecture. D'ailleurs, je vais revendre le livre sur Vinted. Je vais pas le garder parce que ça m'a pas trop plu. Alors, j'ai aimé lire l'histoire. Disons que c'est très fluide, c'est très rythmé, c'est écrit d'une façon très simple, mais donc c'est facile en fait à lire. Vous n'avez pas besoin d'une grande concentration pour lire ce roman-là, mais au-delà de ça, l'enquête, la résolution du crime, je n'ai pas aimé. J'ai trouvé ça très tiré par les cheveux. J'ai trouvé beaucoup de facilité scénaristique en fait, et c'est ça que je suis étonnée de me dire que l'auteur est quand même un scénariste assez connu quoi, qui fait quand même une série policière. Et j'ai trouvé que vraiment c'était il y avait beaucoup de facilité dans le scénario, des trucs qui arrivent, tu sais pas, enfin voilà, c'est genre beaucoup de chance. Voilà, les héroïnes ont à chaque fois énormément de chance dans ce qui se passe. T'as des révélations, tu sais pas d'où elles viennent. Je trouve que l'histoire ne se tient pas trop. Voilà, moi plusieurs fois j'ai eu envie de lever les yeux au ciel. Ce roman me fait vraiment penser à la série Arabesque. C'est une très très vieille série qui date de l'époque aussi. Vous aviez la série d'Eric. Vraiment les vieilles enquêtes policières très exagérées avec ouais, très vieillot en fait. Ça me fait vraiment penser à ça et j'aimais pas du tout ces séries-là quand j'étais plus jeune. Je me souviens que ça passait à la télé, c'était la période Dallas et tout, c'était mes grands-parents qui regardaient ça, c'était vraiment vieillot. Et en fait j'avais l'impression de me retrouver vraiment dans la série Arabesque alors que ça se déroule de nos jours, hein, l'enquête. Mais j'ai trouvé ça très vieillot, très tiré par les cheveux. J'ai pas forcément accroché au personnage. Finalement la vieille femme, la Judith, voilà, je la trouve pas exceptionnelle. Elle est amie avec deux autres personnes, enfin elle va se lier d'amitié au cours de l'histoire avec deux autres personnes. Elles vont être donc trois à enquêter sur ces fameux meurtres, hein, donc, qui surviennent dans cette histoire. Mais je sais pas, ça me semble très superficiel. À la fin du tome, elles sont les meilleures amies du monde alors qu'elles se connaissent depuis une semaine. Voilà, j'ai pas aimé.
trop exagéré, c'est pas plausible, c'est tiré par les cheveux, c'est pas forcément toujours très cohérent. Voilà, je voulais vraiment, j'ai lu jusqu'au bout parce que je voulais quand même connaître la résolution de l'enquête, savoir exactement qui était le meurtrier, etc. Mais ça m'a pas tenu en haleine plus que ça, quoi. Voilà, par exemple, si je dois comparer au Franck Tillier que j'ai lu un peu avant, ben il n'y a pas photo, quoi. Le Franck Tillier, j'étais à fond dedans, c'était tellement bien construit, tellement bien cohérent comme roman. Ici on est vraiment très en dessous. Après ça reste un cosy mystery, donc c'est pas non plus des meurtres sanglants, c'est fait pour être un petit peu chaleureux même s'il s'agit de meurtre. Et ça c'est vrai que je suis totalement d'accord, c'est vrai que c'est fort chaleureux, ça se passe en Angleterre en plus, mais j'ai même pas retrouvé forcément l'humour anglais ou les petits détails anglais que j'apprécie quand je lis un roman qui se déroule en Angleterre. Donc vraiment, voilà, pour moi c'est pas du tout une réussite et je vais pas acheter le tome 2, je vais m'arrêter là pour cette série et du coup je vais revendre ce tome là. Si ça vous intéresse, je vous donnerai mon Vinted, mais je vais à mon avis le mettre en vente aujourd'hui, donc peut-être que quand vous verrez cette vidéo il sera déjà vendu, je sais pas trop, mais si jamais n'hésitez pas à me demander quand même mon Vinted si jamais il est toujours à vendre. Donc voilà par rapport à ce roman. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, je voulais vous présenter quand même quelques lectures. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les différentes lectures dont je vous ai parlé. Là voilà, pour la prochaine vidéo je vous parlerai forcément de ma prochaine lecture qui sera Isoulka, la majeresse, je crois que c'est ça. C'est une lecture donc que je dois lire dans le cadre d'une masse critique Babelio. J'ai remporté le roman, on me l'a envoyé gratuitement en échange d'une critique et donc il me reste je pense un peu moins de 2 semaines pour critiquer ce roman. Donc voilà, je vais le lire assez vite pour pouvoir faire ma critique dans les temps. Donc voilà, la prochaine critique chronique sur ma chaîne, ce sera un roman de fantasy. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!